Alors bonjour et bienvenue à La Voix du Renard, émission numéro 4 qui aura pour thème Watchmen. Je suis accompagné aujourd'hui de Léo qui était déjà venu avec nous, Léo de première année. Bonjour Léo. Bonjour. Et justement aujourd'hui, comme on va commencer à passer progressivement le relais, on a 2 premières années de l'IUT informatique qui sont avec nous. Alors on a déjà Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc c'est ta première émission. Ouais. La même chose pour Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Alors, aujourd'hui, avant d'attaquer ce thème principal qui va être Watchmen, alors je vous annonce tout de suite qu'on aura une première partie qui sera sans spoiler pour les gens qui voudraient juste se faire une idée de ce que c'est. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, on sera attention spoiler, ce qui permettra à ceux qui n'ont pas encore vu l'émission de pouvoir, pas vu la série, de pouvoir la découvrir par la suite. Alors, avant tout, on va passer dans l'actualité. Alors la première actualité donc, que je vous annonce, c'est la sortie d'un vieux comics qui est enfin édité en France, qui n'avait jamais été édité, s'appelle Les Tortues Ninja. Alors je ne sais pas si vous connaissez, donc vous avez sûrement connu le dessin animé, peut-être les jeux vidéo, peut-être certains films. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Tortues Ninja, à la base, c'est un comics en fait. Dans les années 80, c'est un comics en noir et blanc qui est fait par 2 geeks dans un garage, un peu à la Steve Jobs et compagnie, qui ont commencé de dessiner des comics pour rigoler sur un canapé et qui ont sorti ça en fanzine. Et en fait, ça a démarré super bien. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau comics qui est édité en fait par IDW. En couleur, très, très bien chiadé, etc. Mais le vieux comics des années 80 qui a eu un succès fou à l'époque n'était jamais sorti en France. Et enfin, ça sort en ce moment chez eComics. Donc, est-ce que certains en ont entendu parler de ces comics-là ? Ouais. Ouais. Alors... Faut surtout dire aux gens que ça n'a rien à voir avec les Tortues Ninja qu'on connaît. C'est quelque chose de beaucoup plus trash, beaucoup plus gore. Ça a vraiment rien à voir. Et il n'y avait pas les différents bandeaux de couleurs déjà. Ouais, tout à fait. Ouais. Notamment parce que déjà c'était en noir et blanc, mais même même sur les couvertures couleurs, c'était que des bandes rouges. Que des bandes rouges, ouais, tout à fait. Ouais. Et après, j'ai pas vraiment vu, mais par exemple JDG, joueur du grenier, on avait montré des extraits où, par exemple, sur les anciennes jaquettes de jeux vidéo, les 4 tortues avaient le même bandeau rouge. Et après, oui, effectivement, il parle rapidement de l'univers qui est un peu plus trash, il paraît. Après, j'ai pas plus d'informations que ça, moi. Léo ? Alors moi j'ai pas du tout entendu parler du comics et puis je connais l'univers un peu des Tortues Ninja mais je ne suis jamais vraiment intéressé donc pas grand chose à ajouter. D'accord, donc voilà, donc si jamais vous voulez vous mettre là-dessus, donc là je mets ça en actualité parce que c'est quelque chose d'assez récent. Moi étant gamin, j'ai beaucoup regardé le dessin animé des Tortues Ninja, donc là j'avais lu le comics récent et j'ai pu me plonger et découvrir celui des années 80, donc je voulais faire un petit focus là-dessus parce qu'effectivement, comme tu le dis Benoît, c'est quelque chose d'assez dark en fait comme ambiance. Hein. On a visiblement, d'après ce que j'ai pu en entendre, à un moment on a des Tortues Ninja qui vont se faire couper des membres et ça repousse pas, donc voilà, il va y avoir des choses assez dures en fait qui vont arriver dedans, et même le dessin est assez violent, il y a une ambiance un peu Mad Max dedans alors qu'on est juste dans New York. Par contre l'ambiance New York un peu hip-hop crado des années 90 et années 80-90 est bien retranscrit. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose ? Je pense que c'est peut-être une bonne porte d'ouverture pour ceux qui ont connu la série des Tortues Ninja avant, en coloré et tout ça, pour connaître les vraies Tortues Ninja du coup. Voilà. Donc, il y a de nouveaux films dessus, du coup. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ils annoncent, parce qu'effectivement la licence a été rachetée récemment par Nickelodeon. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a eu, à la base, elle appartenait à ces 2 gars qui sont Peter Laird et Kevin Eastman, qui se sont engueulés en plus après parce que ça a généré tellement de droits en fait les Playmates, je crois, c'était le producteur de jouets, leur a racheté la licence. En fait, ils ont dû la racheter pour $60 millions, un truc comme ça, la licence Nickelodeon. Donc du coup, il y a eu forcément, c'est comme quand il y a un héritage, là c'est un peu la même chose. Les 2 bons copains se sont fâchés et du coup, dans la nouvelle série, on a plus qu'un des 2 qui continue d'écrire dedans, mais en tant que salarié, plus en tant que propriétaire de droit, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter un œil là-dessus. Donc ça fait à peu près 300 pages et ça doit valoir à peine une quarantaine d'euros. Donc vous pouvez trouver ça dans toutes les Fnac. Ça vaut le coup, ouais, voilà, et l'édition est plutôt belle et apparemment il n'y aura pas de réédition. Donc si vous voulez en profiter, allez-y tout de suite. Ça peut être sympa. Voilà, donc moi je dirais plutôt à acheter, quoi, pour ceux qui ont au moins un aperçu. Après, faut connaître l'univers pour que ce soit intéressant. Alors maintenant, on va passer au niveau des films à Jules qui va nous parler des Enfants du Temps.
Ouais, alors on passe sur un univers tout autre, hein, beaucoup plus beau, beaucoup plus coloré. Les Enfants du Temps, c'est un film de Makoto Shinkai. C'est la même personne qui a fait Your Name, qui est un film qui a quand même pas mal été connu. C'est un film d'animation japonais. Ça parle de deux adolescents. Donc il y en a un jeune qui va quitter son île pour aller à Tokyo, sans argent ni emploi. Il va tenter de survivre. Et il va trouver un poste où il va essayer de faire des petits articles de journaux et dans une revue dédiée un peu au paranormal. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est fille du temps, qui peut faire apparaître le soleil. On est dans une ambiance où il pleut beaucoup. Et non, franchement, les dessins sont très très beaux, le film est magnifique. Les musiques aussi sont très très belles, on reconnaît le groupe qui était déjà dans Your Name. Et il y a les deux personnages de Your Name à retrouver. Et ça fait assez plaisir de voir que le réalisateur a choisi de replacer l'univers de son dernier film dans celui-ci. Et donc on peut peut-être s'attendre à avoir d'autres films qui se suivent tous un peu dans le même univers. Un peu comme le Marvel Univers. C'est ça, donc je pense que ça peut vraiment être un truc sympa. Et ouais, encore une fois, c'est un studio qui est récent ? Studio... je sais pas, je sais pas vraiment ça, non. Alors, autre question, c'est quoi le public de ce genre de film ? Le public visé, plutôt jeune, après pas trop non plus. Jeunes, des enfants, des ados, des jeunes adolescents. Plus adolescents, adultes aussi, adultes qui sont intéressés forcément, parce que c'est quand même assez psychologique dans le sens où il y a vraiment plein de choses derrière en fait à voir qui sont très intéressantes à comprendre. Après, il est très beau, il peut très bien plaire à des enfants. Your Name, je l'ai fait voir à mon petit frère qui est en primaire quand il était au CE1. Il n'y a pas de souci, il est très beau et très intéressant, donc il peut plaire à des enfants. D'accord. Le public visé, pour vraiment bien le comprendre, est plus adolescent, adulte. Voilà. Toi, tu dirais quoi à voir ? À voir, ouais. Il est vraiment magnifique. D'accord. Très bien. Alors, toujours on va faire un petit lien quand même avec l'animation, puisqu'on va passer aux séries qui vont être sur Netflix avec Léo. Ouais, donc moi je vais vous parler principalement de deux choses, de The Witcher sur Netflix, donc, et aussi d'une annonce qui a été récemment faite, donc en février. Il va y avoir en exclusivité au niveau des plateformes de streaming 21 films du studio Ghibli qui vont débarquer, voilà. Donc j'ai pas trouvé la liste exacte, mais évidemment il y aura tous les films de Hayao Miyazaki, je pense, et quelques autres peut-être un peu moins connus. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, et, parce que ces films étaient durs à trouver, il y avait que les DVD quoi, pour les voir. Et donc sinon au niveau de The Witcher, il y a eu la série qui est sortie il y a un mois, un peu moins d'un mois. On en a pas mal entendu parler, qui a bien marché. Et aussi, Netflix a annoncé sa date de ce matin. Je ne sais pas encore si c'est vraiment fiable, mais vu le nombre de sources que j'ai vues, je pense que on peut penser que c'est sûr. Un film d'animation, The Witcher, à prévoir. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais on devrait avoir un film d'animation The Witcher sur Netflix, en plus de la saison 2 de la série en 2021. Et elle a annoncé une date précise, la saison 2 de The Witcher ? 2021, c'est pour la saison 2, et l'animation, on n'a pas de date. D'accord, mais pas de date officielle, quoi. C'est 2021, quoi. Ça oui, assez flou. Oui, je crois que c'est... Donc ça veut dire que là, on est bon pour attendre bien un an et demi. Ouais, on doit attendre 2 ans avant d'avoir la suite. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose sur ces séries-là ? Notamment, la prochaine émission sera consacrée notamment en thème principal à The Witcher, normalement, Benoît. Moi, je tiens juste à dire, ceux qui ont un compte Netflix, n'hésitez pas à regarder les films du coup de Miyazaki qui vont sortir, parce qu'ils sont très beaux, et même à regarder pour des enfants, franchement, ils sont géniaux. Miyazaki, même sans Netflix... Personnellement, j'ai pas de compte Netflix, alors j'ai regardé The Witcher, mais c'est pas bien de le dire. J'ai aussi regardé les films Miyazaki, et ouais, non. Alors en DVD et en pas DVD, et ils sont magnifiques tous. Il y en a qui vont plaire, il y en a qui vont pas forcément plaire, mais il y en a beaucoup qui vont plaire. Par exemple, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, c'est des films qui vont beaucoup plaire aux enfants et aux adolescents, même aux adultes. Il y a pas de côté vraiment gentil et méchant comme on peut voir dans les Disney. C'est vraiment
il y a pas vraiment de méchants en fait. Chaque partie a ses propres raisons et qui sont bien définies et qui sont toutes justes en fait. Et c'est pour ça que Miyazaki c'est vraiment très très sympa je trouve. Donc pour Voilà. tout le monde, là, c'est quelque chose à voir, voir un peu CD. Ouais, les Miyazaki, ouais, c'est vraiment Pas, quelque peut-être chose. pas tous, mais quelques-uns. Au moins. Oui, par exemple, Princesse Mononoke, faut pas éviter aux trop jeunes parce qu'il y a de la violence dedans. Il est un peu plus trash, Princess Mononoke, il varie un peu, il est un peu différent des autres Miyazaki, mais c'est un de mes préférés parce que c'est l'un des premiers que j'ai vu. Après, Pogno sur la falaise est plus enfantin que les autres aussi. Voilà, c'est les deux opposés, Pogno sur la falaise et Princess Mononoke qui est plus adapté pour les grands et Pogno sur la falaise plus pour les petits, et pourtant les deux je les adore. Non, et puis aussi, s'il y a un public qui veut découvrir Miyazaki mais qui aime pas trop les univers fantastiques, parce que dans tous ses films, il y a un peu du fantastique, des choses surnaturelles. Et ben il y a son dernier film qui est sorti, donc Le vent se lève. Dans celui-là, il y a rien de fantastique. Donc s'il y a un public qui veut rentrer dans cet univers avec quelque chose de réaliste, et ben il faut commencer par ce film-là. Voilà. Ça donne quand même l'impression que sur les services de streaming payants, il y a de plus en plus ils mettent les bouchées doubles en tout cas, avec l'arrivée d'Amazon Prime, de Disney Plus et compagnie. On sent que voilà, la guerre là, on est en plein milieu quoi. Oui, et puis on voit, moi sur YouTube surtout, je vois beaucoup de pubs pour Amazon Prime en ce moment. On sent qu'il y a vraiment, il y a de la concurrence. Donc on verra qui remportera cette guerre, mais a priori il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Ouais, non, ça va être compliqué. Tout le monde ne pourra pas avoir les abonnements partout. Voilà, déjà en avoir un, c'est pas mal. Ouais. C'est le seul problème, c'est qu'il y a un manque à gagner pour le consommateur parce que du coup, un abonnement partout, ça commence à faire cher par mois. Ouais. Du coup, on peut pas tout voir. C'est le seul problème. Mais on sent quand même que comme Netflix était là les premiers, ils ont quand même bien capitalisé. Surtout que Netflix est un des plus gros catalogues. Quoi. Ouais. Donc forcément, ça attire plus. Ouais. Ok, donc on passe maintenant à l'autre actualité. C'est Benoît qui nous parle d'un jeu vidéo. Oui, donc en mars, on aurait pu hésiter entre le dernier Final Fantasy et Cyberpunk, mais le choix ne sera plus possible parce que c'est des projets qui Red, donc ceux qui ont fait les jeux vidéo The Witcher, ont décidé de reporter le jeu à septembre, tout simplement parce qu'ils ont besoin de plus de temps pour développer. Alors quel est le jeu ? Cyberpunk 2077, donc c'est un jeu dans un univers futuriste où on va jouer un espèce de contrebandier / méchant / pas forcément méchant qui essaye de se débrouiller dans sa vie. Un Mad Max un peu quoi. Voilà, un Mad Max mais dans un monde futuriste avec des villes futuristes, des bandes ennemies. Qui se jouerait de quelle manière ? Un peu à la Witcher ? Non, ce serait un FPS plus. D'accord. Pour ceux que ça intéresse, Cyberpunk de base c'est un jeu de rôle. C'est Cyberpunk 2000. Et le jeu vidéo laisse à penser qu'il sera très proche du jeu vidéo. Et ça peut être très sympa. L'univers est très poussé futuriste, mais ils n'ont pas tout prévu. C'est un jeu de rôle qui a été développé il y a quand même longtemps. Je sais plus la date. Ils n'avaient pas prévu tout ce qui était... comment on dit mettre les choses beaucoup plus petites en fait. Les téléphones portables par exemple ils n'avaient pas prévu. Donc dans le jeu on peut avoir des exosquelettes et un téléphone portable comme au début des téléphones portables, donc des grosses boîtes pas vraiment portables mais voilà. Et donc c'est un univers très particulier. C'est pour rajouter du détail qu'ils ont prolongé. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En gros ils ont laissé une note pour dire que la ville dans laquelle ça se déroule est grande, qu'il y a beaucoup d'événements et que du coup ils ont besoin de plus de temps. Et du coup, c'est aussi une bonne nouvelle pour les développeurs parce que en cette période, ils auraient été vraiment en grosse période de crunch, c'est-à-dire qu'ils auraient travaillé 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Et là, ils vont avoir un peu plus de temps avec peut-être une meilleure vie durant le développement. Parce que c'est ça le gros problème en ce moment avec les studios de jeux vidéo, c'est que beaucoup des développeurs sont malmenés durant le développement. J'ai entendu dire justement à ce sujet que le studio CD Projekt avait laissé le choix aux développeurs s'ils préféraient repousser ou faire un crunch, et du coup ils ont choisi de repousser. Et puis ça me rappelle aussi sur je sais plus sur quel jeu, oui c'était sur une extension pour Warframe, donc un jeu en ligne gratuit, et ils voulaient sortir une grosse extension, pareil ils étaient en retard, et là ils avaient demandé par contre à la communauté si ils préféraient sortir un contenu un peu moins bien,
à la date prévue ou repoussé, et la communauté avait choisi de repousser pour éviter un crunch. Et ça avait fait du bien un peu dans l'univers du jeu vidéo où justement les crunchs étaient très présents depuis quelques années et c'est à ces moments-là que ça ressortait. Donc du coup pour deux raisons j'imagine de la part, c'est pour avoir un meilleur jeu et puis également pour par peut-être empathie pour les programmeurs quoi, c'est ça? Ouais. Oui. Dans leurs notes, ils disent que le jeu techniquement est fini, mais qu'ils veulent en faire un jeu parfait. Donc, vu qu'ils l'ont repoussé, à mon avis, les joueurs vont les attendre au pied ferme. Hein, donc, les gros bugs ne seront pas vraiment tolérés par la communauté, à mon avis. Les petits bugs, si, faut pas exagérer. Non plus, un jeu peut pas vraiment être parfait sur tous les points. Mais ouais, non, sur la note, ils disent vraiment que le jeu pourrait être bien, mais qu'ils veulent le rendre parfait. Donc, on va les attendre. Très bien. Donc, du coup, a priori, ça ce sera un jeu à acheter. Franchement, oui. Moi, dès qu'il sort, je vais même le précommander. Moi aussi. Et il y aura la sortie d'un Final Fantasy, tu dis, du coup, en mars? Oui. Final Fantasy, il me semble que c'est un remake, comme la plupart des jeux qui sortent en ce moment. C'est-à-dire en tour à tour ou en... Non, cette fois-ci, c'est plus du tour à tour. Donc c'est un combat en réel, comme le dernier Final Fantasy, que je ne sais plus c'était le combien. D'accord. Celui où on jouait un prince qui devait se balader un peu partout dans le royaume. Ouais, parce qu'à moi, à mon époque, ça se jouait en tour à tour. Ouais. Je trouvais ça mieux. Enfin, après, c'est vraiment une histoire de choix. Léo, tu prendras aussi le Cyberpunk là? Ah oui. Et puis, justement, il était censé sortir en avril au début. Et moi personnellement, qu'il soit repoussé, ça m'arrange presque parce que avec le stage, je sais pas si j'aurais eu la connexion pour télécharger un jeu de 100 gigas. Donc, et puis l'été, j'ai pas trop envie de faire ça, donc il sort en septembre. Finalement, c'est parfait s'il est mieux. Puis en stage, tu veux te consacrer à ton travail en plus. Ouais, bon. C'est ça, le travail avant tout, voyons. C'est bien, ces étudiants consciencieux, ça nous fait chaud au cœur. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre thème principal. Donc, le thème principal qui est Watchmen, en fait. Alors, Watchmen, c'est avant tout un comics, qui a été écrit par Dave Gibbons et Alan Moore, mais il s'est élargi, en fait, à un cross-média, en fait. Et avant qu'on rentre dans le détail de chacun des supports, je vais déjà demander à Léo de nous expliquer l'univers. Alors, par contre, la seule consigne, il faut qu'on reste sans spoiler, d'accord? Donc tu donnes un peu l'univers dans lequel on évolue, les personnages, les liants, etc., mais sans donner la fin. Allez, vas-y. Ok, l'univers, en gros, c'est, on va dire, le même monde, le monde réel, mais avec une temporalité un peu alternative. Il n'y a pas exactement les mêmes technologies, mais... Une uchronie, quoi, en fait. Oui, voilà. Mais c'est quand même le monde qu'on connaît, les mêmes lieux, et puis... Alors précise la temporalité aussi. Oui, et donc le film, c'est dans les 1970-80. On est en 85. Quoi. C'est pendant la guerre froide. Voilà. Au moment où lui-même écrivait le comics. Il l'a placé, en fait, c'est le témoin du temps, en fait, un peu ce comics. Ok. Et donc la série qui se passe après, c'est en 2019. Voilà, et alors, déjà... Sur le thème principal, quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Les enjeux, c'est quoi? L'ambiance, c'est une ambiance assez sombre où il y a beaucoup de criminalité, un peu à la Batman, on va dire. Et donc on a des sortes de super-héros qui plutôt... Là, c'est pas vraiment des super-héros qui ont des vrais super-pouvoirs comme on a l'habitude, mais c'est des justiciers masqués, voilà, qui font régner la justice à leur façon et on suit leurs aventures. Ouais. Vous voulez compléter, Benoît, sur l'univers uniquement déjà? Oui. Alors, on peut dire que genre le mouvement des justiciers masqués, c'est qu'ils appellent les vigilantes. Ouais. Ils les appellent comme ça. Qui a été lancé par un seul, qui est Justice Masqué. Le justicier masqué, ouais, ou le juge masqué. Ouais, le juge masqué. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a la corde autour du cou. Voilà. Et après, ça s'est développé, ça a créé un groupe qui s'est développé au fur et à mesure où les super-héros où les héros sont succédés les uns après les autres. Voilà. Jules, tu veux rajouter quelque chose? Je ne connaissais absolument pas l'univers, donc non, je ne peux pas m'avancer là-dessus. D'accord. Alors, ce qui est intéressant de rajouter aussi sur cet univers, comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur la période guerre froide, sauf qu'on est sur une guerre froide qui risque de finir un peu plus mal que la nôtre, puisque tout le monde est prêt, en fait. Tout est joué dans Watchmen. Je ne sais pas si vous avez vu l'importance, déjà rien que le titre de Watchmen, en fait. Donc, si on le traduit en anglais, ça peut vouloir dire les gardiens, mais il y a aussi le côté de jeu de mots avec la montre.
donc The Watch, quoi, donc la montre qui tourne, et on voit régulièrement les heures qui tournent, que ce soit, le thème est repris dans tous les supports qui ont été édités, et on se dit qu'il faut aller vite pour empêcher la fin des temps. C'est un peu à chaque fois ça qui se passe, et donc du coup il y a une espèce de course à la montre en fait qui est mis en place, et du coup sont utilisés ces fameux vigilantes qui sont des super-héros qui ont un peu c'était la première fois qu'on a mis des super-héros un petit peu sans pouvoir et un petit peu en carton en fait, on pourrait dire, et c'est ce qui a influencé un petit peu Kick-Ass, je sais pas si vous avez vu, The Boys, etc. Donc tout ça part un peu du concept des Watchmen en fait, où on a ces personnages qui vont devoir intervenir, et ce qui est intéressant c'est qu'au moment où on suit la première série, quoi, c'est-à-dire le film ou le comics de base, en fait ces gars-là ont été mis à pied. Parce que un petit peu comme dans Civil War, si vous voyez dans le Marvel Universe, où en gros on a ces super-héros qui sont hyper dark en fait, et qui sont pour la plupart assez malsains. Ils ont tous un côté pervers, et du coup évidemment ils vont faire des conneries, et à un moment le gouvernement va dire: les gars, stop, vous arrêtez, la police fait son boulot, et vous restez chez vous, mais vous n'êtes pas des pros pour faire ça. Et sauf que là on a des gens qui ont du mal à raccrocher, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'addiction en fait à tout ça, et on va suivre des personnages qui ont du mal à raccrocher et qui se sentent finalement investis d'une mission. Voilà. Alors ça c'est vraiment le contexte. Effectivement, comme tu l'as dit, on est sur une ambiance un peu noire à la Batman, voire plus, soit autant dans le film que dans les comics. Et après, on va avoir 3 générations. Alors toujours sur l'univers, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les 3 générations qu'on a, Léo ? Alors, les 3 générations de héros, donc la première, c'est les Minutemen. Exactement, les Minutemen, dans les années 40. Ils sont jamais présents au moment des films ou de la série, ils sont pas dans la temporalité, mais on en entend parler plutôt. Voilà. Ils apportent le background en fait, au personnage actuel. Après, dans le film, on suit la 2e génération, donc là qui s'appelle les Watchmen, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas s'ils ont vraiment un nom, mais bon. Donc on suit la 2e génération dans le film, où on retrouve un peu des copies des héros de la première génération. C'est une sorte d'héritage, on va dire. Tout à fait. Avec ils sont moins nombreux aussi. Il y en a qui ont disparu, on va dire. Et donc dans la série, on suit plus la dernière génération, avec que des nouveaux héros. Il n'y a pas de descendants, on va dire, quoi. Alors il y en a quelques-uns qu'on va retrouver de la 2e génération qui ne sont pas encore morts, mais plus vers la fin. Mais il y a aussi, il y a un personnage qui est quand même inspiré d'une héroïne qu'on n'avait pas entendu parler avant, mais c'est plus un truc de film. Mais je suppose que peut-être dans l'univers, c'était une vraie héroïne. Alors, donne le personnage. Sir Knight. Ouais, alors, elle est évoquée en fait, elle est évoquée rapidement avec la cassette en fait, mais officiellement elle n'existe pas. Ça, c'est pas la création de l'auteur original, donc qui est d'ailleurs le personnage principal. Jules, tu veux rajouter quelque chose sur les générations de personnages ? Et donc du coup, 30 ans plus tard, la dernière série se passe en 2019, de nos jours, et on a la 3e génération, qui a priori nous donne l'impression qu'elle n'a absolument aucun lien avec les autres générations, et on va découvrir au fur et à mesure de la série qu'en fait c'est totalement le contraire. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'univers. Alors ensuite on va parler du comics. Alors le comics, c'est moi qui vais le présenter. Donc ça c'est un comics qui a été créé donc par Alan Moore, donc Alan Moore, on en a déjà parlé certaines fois dans des émissions. C'est le gars qui a écrit en fait Killing Joke, qui a inspiré le film Joker, V pour Vendetta, qui a créé Les Gentlemen Extraordinaires. Je sais pas si vous voyez, il y a un film un peu mauvais là-dessus avec très mauvais. Mais voilà, le comics c'est pas mal. Et il a écrit énormément, il a fait un truc sur Swamp Things aussi, la créature des marais. Donc c'est vraiment un auteur qui est vraiment qui est très très fort, un auteur britannique, et qui a écrit ça avec Dave Gibbons. Et à la base, le concept de Watchmen, c'est DC qui leur a demandé d'écrire en fait un
une histoire de super-héros avec des super-héros un peu en carton, justement, les super-héros déchus. Et il devait récupérer des personnages du catalogue DC Comics qui étaient mis de côté, que personne n'utilisait, pour leur donner une seconde vie, quoi. On va leur mettre un coup de vernis. Sauf qu'en fait, finalement, du coup, ils se sont pas mis d'accord avec DC Comics, etc. Et il a repris des idées. Comme par exemple le personnage de Rorschach, qu'on voit là, avec celui qui a le masque. En fait, il est inspiré d'un personnage qui s'appelle La Question dans DC Comics. Je sais pas si vous voyez, qui a un impair et qui a pas de visage. Et donc du coup il est totalement inspiré de ça, et chaque personnage, alors je les ai plus tous en tête, on va pas tous les développer, mais sont inspirés des personnages de DC Comics. Et là-dessus il a voulu écrire une série courte en fait, qui se passait dans sa temporalité, dans son monde à une époque des années 80, et de présenter tous les dangers qu'il y avait de cette époque particulière. Et c'est pour ça que ce comics il est intéressant, parce qu'il est le témoin en fait d'une époque, d'une génération qui est en fait le contexte de la guerre froide. Et on sent l'influence de la proche guerre du Vietnam, dans laquelle justement ils ont réécrit un petit peu l'histoire, où les Américains ont gagné la guerre du Vietnam parce qu'ils ont justement ce super-héros qui est le Docteur Manhattan. Et donc du coup, rien que ça rentre dans l'Uchronie, c'est-à-dire que c'est notre monde, mais avec des petites modifications qui sont liées à ces fameux Watchmen. Et donc ce comics, il a été à l'époque, il est sorti de 86 à 87, hein. Donc il y a 12 épisodes, donc c'est très très court en fait, mais il a vraiment marqué les esprits. À l'époque il avait gagné les prix Eisner de la bande dessinée, et c'était quelque chose de vraiment assez révolutionnaire. Moi j'avais une collègue d'anglais qui m'avait dit, à l'époque quand elle allait en Angleterre pour étudier, il lui avait fait étudier Watchmen, au même titre qu'ils étudiaient Tolkien, etc. Donc c'est pour dire en fait voilà, pour placer le niveau de référence en fait de ce truc là. Et alors le gars qui faisait les dessins, c'était Dave Gibbons, qui avait dessiné sur du Judge Dredd, qui est une BD anglaise, sur du Green Lantern, du Doctor Who, etc. Et voilà, on est vraiment sur la grosse référence. Et ensuite, là je vais vous laisser présenter le film qui a été fait par Zack Snyder. C'est le gars qui a fait Man of Steel et 300. Et juste avant de passer à Benoît, est-ce que tu le savais que Alan Moore justement s'était toujours refusé à ce qu'on étende son univers? Oui, je le savais, mais c'est comme la plupart des créateurs qui font ce genre de produits. Comme on peut reprendre toujours The Witcher, le créateur donc The Witcher, qui à la base sont des romans. Il a eu du mal à accepter pour que CD Projekt fassent des jeux. Et ensuite, quand ils ont fait les jeux, ils ont été en froid très longtemps. Et ce qui nous a cassé un peu l'espoir d'avoir un nouveau The Witcher. Mais en ce moment, ils sont en train de redevenir copains. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film, Ouais. de la particularité qu'il a par rapport aux comics? Alors, du coup, le film suit pas vraiment le comics parce que, donc je dois le dire, c'est une adaptation et faut faire comprendre aux gens que une adaptation, ça veut dire qu'on prend les éléments et qu'on les modifie. C'est pour ça que les films sont pas pareils que les œuvres de base, et surtout parce que dans une œuvre de 1h30 à 2h, on peut pas mettre tout, c'est compliqué, il faut faire des choix. Après, je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans l'univers. Je pense que le film, c'est le meilleur moyen pour rentrer dans l'univers, parce que il a pas mal vieilli, mais il est un peu kitsch sur certaines choses, comme par exemple le personnage de Rorschach, qui est vraiment c'est un Rambo x 1000. Un Rambo x 1000, une pile électrique. Franchement, il y a des moments qui sont marrants, il y a des moments qui sont pas marrants, qui sont un peu peut-être durs à voir pour certaines personnes, mais c'est en soi un très bon film. En plus, on a certaines idées de réalisation qui sont très bien. Après, je sais pas si je peux en parler. Vas-y, oui. Comme moi, ce que j'ai noté surtout, c'est genre la scène de la prison, quand il va tuer le petit monsieur. Ouais, le nain, ouais. Ouais. Et il nous montre un effet du cinéma, c'est-à-dire comment montrer beaucoup sans rien montrer. C'est-à-dire qu'on a une porte battante qui fait des va-et-vient et on voit quelques secondes de scène, mais on comprend tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est une force. L'implicite absolument. est des fois plus marquant que l'explicite, ouais. Tout à fait. Léo, tu veux dire quelque chose sur le film? Oui, moi justement le film c'est que j'ai vu il y a à peine une semaine, c'est avec ça que je suis rentré dans l'univers. Il m'a beaucoup plu, surtout en fait il m'a marqué au niveau de l'ambiance générale, de l'esthétique on va dire, notamment dans certains combats qui je trouvais qui étaient vraiment rafraîchissants par rapport à d'autres.
Déjà, vu qu'ils n'ont pas des super pouvoirs qu'on a l'habitude de voir, les combats ils sont peut-être pas non plus très réalistes, mais ça change de ce qu'on voit. Il y a pas des grosses explosions partout, plein de couleurs ou je sais pas quoi. C'est des combats assez simples. Et il y avait notamment dans le premier combat du film, dans la chambre d'hôtel là. J'ai trouvé il y avait des effets de ralenti, de zoom, des choses comme ça qui étaient vraiment très bien utilisés. J'ai trouvé le combat et quand je l'ai vu je me suis dit que c'était l'esthétique, ça m'a vraiment marqué quoi. Et la BO, quelqu'un peut en parler? La BO est très bien. On a des musiques vraiment exceptionnelles. Déjà on a du Bob Dylan. Donc c'est vraiment des grosses musiques et surtout ça colle très bien avec l'univers. Et l'ambiance des années 80. Ouais, je trouve que dans ce film, même si en soi il est un peu vieux, tout est bien millimétré, les effets font pas vieillot. Je trouve qu'il a été très bien réussi pour l'époque. Alors toujours pour rajouter sur la BO, on a aussi du Jimi Hendrix, on a du Leonard Cohen, donc c'est vraiment tout le rock des années 70-80 qui en plus donne vraiment la temporalité, c'est-à-dire que c'est vraiment, on retourne dans les années 80 alors que le film a été fait aux alentours de 2010 quoi, un peu avant 2010. Donc du coup, même à l'époque, ils avaient réussi à redescendre 30 ans en arrière. Donc c'est ça qui était assez intéressant. Et par rapport à l'esthétique, Léo, tu disais, Zack Snyder, c'est le gars qui a fait 300 aussi, je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, rapidement, ça fait longtemps. Et donc du coup, il a à peu près cette même esthétique de noir et un peu noir. Il a fait aussi Man of Steel, et il me semble qu'il a dû faire Batman, Superman, qui avait un peu cette ambiance un peu dark en fait. Qui est très bien réalisé, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont craché sur ce film Batman vs Superman, mais j'en fais partie. Moi, j'ai toujours trouvé que... après, je regarde surtout... J'aime bien regarder l'esthétique dans les films et... En général, ces films, niveau esthétique, ils sont impeccables. L'esthétique est bonne, ouais, on est d'accord. Et il avait commencé de faire Justice League aussi. Et voilà, il a commencé seulement. Après, c'était le gars des Avengers qui avait fini. J'ai perdu son nom. Celui qui faisait Buffy contre les vampires. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai perdu. Donc, enfin bref, voilà. On s'écarte un petit peu du sujet. Donc voilà. Donc on a un film aussi qui est assez complet. Et alors la grosse nuance, c'est la fin, parce que tout le début est assez fidèle, mais la fin, en fait, pour mettre fin à la guerre froide, il y a une fin qui n'est pas la même que celle du comics. Donc du coup, ça pose après un problème pour le gars qui veut faire la série télé, puisque soit il continue après le film, soit il continue après le comics. Et donc du coup, ils choisissent de continuer après le comics. Jules, est-ce que tu nous parles rapidement de l'ambiance de la série télé ? L'ambiance de la série télé. Alors, il faut savoir que de base, je ne connaissais pas l'univers. J'en avais rapidement entendu parler, mais je ne savais pas tous les détails de l'univers. Pareil pour le film. Et donc, j'ai vraiment découvert l'univers grâce à la série. Et c'est un univers vraiment très sombre, très dark, un peu violent. La série commence, alors je vais parler rapidement de l'épisode 1, c'est vraiment l'épisode qui nous met dedans en fait. Ça part vraiment sur quelque chose de très, très violent et assez psychologique aussi. Dans les scènes, on va suivre un petit garçon en fait qui regarde tranquillement un film et juste après, il sort et on se rend compte qu'en dehors de la salle de cinéma, c'est l'anarchie. On a des blancs qui viennent tuer des noirs. En fait, c'est vraiment... c'est une tuerie qui existait d'ailleurs dans les années 20. Donc voilà, c'est la chasse aux nègres en fait, clairement. Donc c'est dur à voir. Il y a une scène assez marquante qui montre vraiment toute l'anarchie. C'est juste, on a un enfant qui porte un bébé mort dans ses bras et qui est complètement perdu. Et cette image-là montre vraiment toute la dureté de la scène en fait, toute la dureté de l'événement qui se passe. Et donc l'enfant va réussir à fuir rapidement la ville et en se retournant, il voit toute la ville dans laquelle il a grandi en feu. Et est-ce que tu peux après rapprocher par rapport à le contenu de la série, l'univers au moment où on suit l'histoire, parce que ça c'est le background en plus. Après dans la série c'est très sombre encore une fois. On va suivre donc Knight. Et le contexte en général, c'est quoi pour toi ? Qu'est-ce que t'as ressenti ? Là, on n'est plus sur la guerre froide, on est sur quoi ? On est vraiment sur un contexte actuel. Après, comme je connaissais pas l'univers de base, c'est très compliqué de suivre. T'as l'impression qu'il y a du changement de temporalité et en fait tout reste en même temps, c'est très compliqué à suivre, je trouve.
Et donc après dans le contexte, là comme ça Alors les autres, je vois vous pas pouvez trop. compléter sur le contexte, vas-y. Bah, moi, je trouve, en fait, cette série, elle parle surtout de contexte actuel, bon, surtout du coup du terrorisme. Mhm. Et surtout, ça parle surtout en fait d'une critique de société. Exactement. Ça parle d'une critique de société, de comment sont différenciés les gens, de comment vivent les gens, même de la peur qu'ont les gens La tous méfiance les jours, de qu'ont la les gens méfiance. les uns envers les les autres. uns C'est envers vraiment les le thème, autres. là. Et beaucoup le terrorisme. C'est à peu près c'est le fil rouge de la série, on va dire. Léo, tu peux nous parler un peu de la police dans ce... Ouais, Cette série justement, la police, elle a un rôle majeur. On va un peu la suivre tout au long de la série. Dans les lieux, là, ça se passe principalement à Tulsa, l'intrigue. C'est une ville dans l'Oklahoma. Pour se protéger, la police a le droit d'être masquée pendant ses heures de travail, on va dire. Et les policiers aussi, ils n'ont pas le droit de dire à leur famille qu'ils sont policiers. Donc, il y a tout un secret comme ça pour protéger les policiers. Et pourquoi on les protège, ces policiers? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans ce monde qui va pas? Pourquoi On les protège justement parce qu'il y a un sorte de groupe terroriste qu'on veut vraiment aux policiers et qui cherche à les tuer. En fait, il y avait eu, pendant la série, on évoque une nuit où il y avait eu une attaque coordonnée de ce groupe qui avait dans une quarantaine de maisons de policiers qui étaient, La Nuit voilà, ça Blanche. s'appelle la Nuit Blanche, qui étaient allés les massacrer. Et il y a quelques policiers qui ont réussi à survivre. Et donc le personnage principal qu'on suit, c'est un de ces policiers qui a réussi à survivre à cette nuit. Et donc, suite à cet événement, dans cette ville-là, les policiers sont masqués pour... Et donc dès le départ, ça donne vraiment un climat en fait de défiance des uns envers les autres. Tout le monde s'observe, tout le monde a peur de tout le monde. Et le gros problème qu'ils ont, c'est que ça devient difficile de maintenir l'ordre public. Notion chère en droit, hein, l'ordre public, et que on a peur en fait que le monde entier sombre dans l'anarchie quand même. Et on voit qu'il y a des groupuscules les uns les autres un peu communautaires pour des idéaux qui sont les leurs, on va dire, hein, qui peuvent être discutables pour chacun des groupes, qui sont hyper dangereux. Et on sent que les gens se montent les uns contre les autres, et on se dit, mais comment on va empêcher le clash final, surtout s'il y a de moins en moins de policiers, parce que ça donne pas envie d'être policier, en tout cas, dans ce monde-là. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais le problème, justement, on parle d'anarchie, mais le fait aussi que les policiers soient masqués, ça crée aussi le fait que les policiers, ils peuvent se lâcher, quoi. Et s'ils veulent tabasser des gens, ils peuvent, parce qu'on sait pas qui c'est des gens masqués. Et par contre, les super-héros, eux, sont chassés parce que... Sauf ceux qui sont de la police. officiels référencés, voilà. Il y a une chasse à la justice personnelle. Mhm. C'est surtout ça, en fait, qu'ils essayent d'éviter. Mais en masquant la police, c'est pas trop possible. Mais du coup, j'ai trouvé une incohérence dans la série face à ça. C'est que justement, les policiers, ceux qui sont justiciers policiers, ils enlèvent tout le temps leur masque. Alors qu'il y a plein de gens autour. Et je comprends pas trop sur ce point-là. C'est une des limites. Ils en discutent à un certain moment, effectivement. Ils l'enlèvent quand ils sont entre eux en comité restreint, quand même. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand certains, je pense, doivent avoir un niveau d'intimité suffisant pour se faire confiance, quoi. Après, moi, je pense que ça sert un peu aussi à un besoin scénaristique, on va dire, imaginons que ces super-héros là, ça soit réel et tout. Je pense pas qu'ils enlèveraient leur masque aussi souvent, mais là, pour les besoins de la série, pour s'identifier aux personnages, pour faire avancer l'intrigue, c'est qu'on voit leur visage de temps en temps. Je pense, ça amène à quelque chose quand même. D'un côté, c'est une incohérence, mais je pense que c'était nécessaire en fait. Ok, donc ça c'est pour on présente la série, après on passera dans l'aspect spoiler, on relira tout ça. Le dernier élément que je voudrais présenter en termes d'univers, c'est un comics qui a été écrit dans les années 2012, je pense que ça a été, on va dire, l'après film en fait, où DC Comics a décidé d'éditer en fait l'histoire des Minutemen en fait. Et il y a des Minutemen et des différents Watchmen en fait, c'est-à-dire ils ont appelé cette série le Before Watchmen. Alors j'en
a amené un là pour présenter aux étudiants, dans lequel en fait on va raconter tout ce qui s'est passé avant le film. Donc on en a un qui est centré sur les Minutemen, on en a un qui est centré sur Rorschach, on en a un qui est même centré sur le méchant Moloch, vous savez, celui qui est malade là dans le film. Donc du coup, chaque personnage est présenté, on en a même un sur un des Minutemen qui s'appelle Dollar Bill, qui est le héros d'une banque, et qui meurt, je sais pas si vous aviez suivi, ça c'est assez rigolo, il meurt parce que sa cape elle se prend dans une porte de banque, il y a une porte tournante, sa cape se coince et il se fait tuer par les gars. On le voit dans le film, dans la scène d'introduction, on le voit, il est coincé dans la porte. D'ailleurs on voit tous les Minutemen dans la scène d'introduction du film. Voilà, et donc ces fameux Minutemen, on les voit en fait uniquement dans la scène d'intro, mais quand on lit le comics, en fait, il y a plein de bonus en fait qui sont rajoutés, notamment il y a le journal du hibou, le premier hibou, le hibou Minutemen, qui raconte toute son, d'un point de vue en fait un peu subjectif, tout ce qu'il a vécu en tant que Minutemen, pourquoi il est devenu Minutemen, etc. Et on apprend plein d'infos. Donc notamment que chez les Minutemen, il y en a deux qui ont une relation, deux super-héros hommes qui ont une relation entre eux. On ne sait pas qui c'est, on nous dit pas, on nous donne des indices. Le gars il dit je pense que c'est eux, mais c'est pas sûr. Et donc ces éléments, on va avoir réponse dans les comics de Before Watchmen et dans la série. Ouais. C'est là où tout est lié. Parce qu'avant, pareil, le juge masqué, on ne sait pas qui c'est. Donc il y a plein de, plus il y en a de support, plus les preuves s'accumulent. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils ont fait un tout cohérent. Alors moi je sais que j'en ai acheté les trois premiers là pour me mettre un peu dedans, mais c'est hyper sympa et on en apprend énormément et donc du coup c'est à nouveau cohérent avec le reste. Et alors par contre, encore une fois, à l'époque où ils ont réédité cette série de comics qui se passait avant Watchmen, à l'époque Alan Moore avait fait un scandale en disant qu'il reconnaissait pas ça comme du Watchmen, etc. Voilà, on touche pas à mon bébé. Donc voilà pour ce qui est des différents supports. Et puis maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans les détails de l'histoire et qu'on passe en partie spoiler et puis qu'on donne nos avis sur l'histoire en général, etc. Alors je vais laisser commencer Jules. Sur la série. En global, tu racontes ce que tu as envie de dire. En global. Que dire dessus la 7ème de cavalerie, qui est le groupe donc terroriste qui est pourchassé par la police. On se rend compte petit à petit qu'il y a tout un attrait très psychologique aussi. Dedans, il y a avec de la manipulation de certaines personnes. On se rend compte que les personnes en qui on avait confiance, des fois, en fait, ont un autre visage que celui qu'on connaît. Et donc, on peut facilement commencer à douter de n'importe qui. Et c'est assez compliqué de savoir qui est réellement qui, en fait, à part donc le personnage qu'on suit constamment, donc Midnight. Ouais, c'est très violent dans le sens où il y a donc le centre de police normal où donc il y a toute la police et il y a des entrepôts où il y a tous les interrogatoires pour savoir si justement les personnes font partie de la 7ème de cavalerie. Parce que si tu demandes à quelqu'un s'il est terroriste, naturellement il devrait te répondre que non. C'est voilà. Et donc il y a tout un système d'interrogatoire où c'est justement un personnage qu'on va appeler Miroir, qui a un masque en fait qui recouvre l'intégralité de son visage et qui reflète comme un miroir, qui va justement faire un interrogatoire et arrive vraiment à savoir si les gens disent la vérité ou non. C'est comme ça qu'ils arrivent à savoir si les personnes font partie de la 7ème de cavalerie ou non. Et après, s'il s'avère que oui, ils font partie de la 7ème de cavalerie, il y a un interrogatoire un peu plus corsé juste après. Alors, qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé ? L'univers assez sombre et je trouve sympa, il colle bien avec les personnages. Le fait qu'on soit obligé de douter de tout le monde. Que les personnes auxquelles on ne pense pas forcément pouvoir douter, finalement il faut en douter. Tout l'attrait psychologique qu'il y a derrière aussi, toute la manipulation psychologique. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est la série est vraiment faite pour les personnes qui connaissent l'univers de base. Ouais. Donc toi, il te manquait les backgrounds un peu. Moi, je connais pas l'univers de base et du coup, je suis plongé dedans. Il y a la scène d'introduction, donc le premier épisode qui est censé vraiment te donner tout le background de l'univers. Il te donne pas grand chose en fait, à part vraiment une chasse. Donc toi par exemple, quand tu as vu arriver le Docteur Manhattan ou par exemple le Spectre Soyeux et tous les anciens personnages qui existaient d'avant, ou Ozymandias, toi ça t'a pas parlé ? Non, ça m'a pas parlé et du coup j'ai eu un peu de mal.
Ouais. C'est pour ça. Pareil, les passages, du coup, on a le droit de spoiler. Les passages sur Europe. Là, on est en spoil, donc tu peux y Ouais, aller. donc j'ai le droit. Les passages sur Europe, c'est la planète autour de Jupiter, sont assez difficiles à comprendre en Ouais, fait. surtout si t'as Au pas début. vu le Surtout la si base. t'as pas vu. Alors, à mon avis, avec l'univers, quand on connaît l'univers de base, c'est plus facile à comprendre. Mais quand on connaît pas l'univers, en fait, on te pose ça là et on fait vas-y, débrouille-toi. Alors, Léo, toi qui as pu voir la base, comment t'as pris la série par rapport au film ou le film tout seul déjà, avec spoiler Eh ben, déjà, oui, il faut voir le film avant la série, si on a la possibilité, parce que il y a des personnages du film qui reviennent dans la série, comme on l'a dit. Après, ça c'est plus personnel, mais moi je dirais que j'ai préféré la série, sûrement parce que c'était un peu plus long, donc au niveau de l'intrigue, on peut faire des choses plus intéressantes. Après, le film est très bien aussi, mais sinon. Sur ce que disait Jules juste avant, justement, les passages sur Europe, même en ayant vu le film, je connaissais pas. Je connais un peu mieux l'univers, mais je connaissais pas les comics et tout ça. En fait, même si on connaît le personnage du coup d'Ozymandias, on comprend pas plus que ça pourquoi il est là, tout ce qui se passe, avant que ça soit expliqué à la fin de la série, justement. Donc, je trouve pas ça si gênant que ça de pas avoir le background. C'est sûr, il y a quelques éléments un peu difficiles à comprendre. Ça enlève peut-être des petites choses intéressantes à la série, mais je pense qu'elle peut quand même très bien se regarder toute seule. Après, moi, ce qui m'a vraiment plu dans la série, c'est le rythme global. J'ai trouvé que dans chaque épisode, il se passait pas forcément beaucoup de choses, mais quand même assez pour que si on regarde juste un épisode comme ça, on est content. Et avec le dernier épisode, en fait, à partir de la toute dernière scène de l'avant-dernier épisode qui annonce le dernier épisode, là, on comprend tout d'un coup, ça s'accélère très vite. Et moi, ce rythme, ça m'a beaucoup plu. D'avoir du mystère qui plane un peu jusqu'à la fin de la série, on comprend pas tout ce qui se passe. Et du coup, le 8e épisode où on a C'est relié à la fin. Ouais, les 2 tiers de l'épisode où c'est juste une discussion entre Midnight et le docteur Manhattan. Et en fait, c'est à travers cette discussion et des flashbacks, on va dire, on comprend plein de trucs. Et moi, j'ai trouvé ça super bien amené scénaristiquement. Voilà. Un peu la mode Steins Gate, je sais pas, l'animé. Ouais, je connais Steins Gate. Ouais, il y a un peu de ça. Mais dans le sens où ça met du temps à démarrer et t'as tout à la fin. Ouais. C'est ça. Okay. Alors maintenant, à Benoît. Ouais, du coup, j'ai un peu de choses à dire quand même. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Donc déjà, je pense que regardez le film en premier, parce que vraiment, ça va vous aider à tout comprendre et à mieux apprécier la série, vraiment. Regardez, je sais qu'il y a plein de gens qui sont peut-être comme moi, qui préfèrent le VO sous-titré français. Mais franchement, regardez le film en français parce que la voix de Rorschach est exceptionnelle en français, vraiment. Donc, dans le film, on suit plus Rorschach, mais ça nous permet de découvrir tout l'univers. Vraiment, moi, j'avais regardé il y a longtemps le film parce qu'il était sur Netflix. Mais vraiment, sans connaître Watchmen, on rentre très facilement dans l'univers. Il y a beaucoup de scènes qui sont très sympas. On découvre tous les personnages, dont la plupart, on voit justement que ce sont des salauds. Ensuite, niveau de la série, je vais commencer par parler de tout ce qui est esthétique, parce que j'aime bien. Donc déjà, comme ils l'ont dit avant, c'est une série vachement sombre. Mais il y a un travail sur la couleur qui est fait et qui est exceptionnel, parce que tout est tout le temps sombre, mais il y a toujours la couleur jaune qui revient et qui vient relever la couleur. Et je trouve que c'est super bien fait à chaque fois. Et si on regarde bien, il y a toujours un travail de symétrie sur les plans. Comme par exemple, on peut penser dans les premiers épisodes, on a la scène où il y a tous les policiers qui sont dans un espèce, je sais pas comment d'assemblée. Et on voit il y a vraiment un travail sur la symétrie, où quand ils vont chez le policier qui s'est fait tirer dessus, c'est pareil. On voit, je me souviens, c'est bête, hein, mais il y a un schéma, donc il y a 4 fenêtres, ça fait un carré, et il y a les 2 en diagonale qui sont allumées et les 2 autres qui sont éteintes. Il y a toujours un travail de symétrie, et il y a toujours un travail aussi sur le plan large.
qu'on vient toujours d'un plan large pour se resserrer à chaque fois sur quelque chose de précis. La musique, toujours, est très bien calée à chaque fois. Elle est exceptionnelle. Après, si j'avais un épisode à conseiller, ça serait surtout l'épisode 6 que je trouve... Sur le juge masqué. Oui, c'est le meilleur épisode, donc c'est l'épisode du flashback qui nous permet de comprendre toute la série en fait. Et vraiment, je trouve ça exceptionnel parce que dès le premier épisode, on nous pose des indices partout. Ouais. On a des trucs qui sont partout, donc on est un peu en ébullition, on a des informations de partout et au fur et à mesure, on comprend. Et encore plus quand on a vu le film. Donc je vous conseille de regarder le film juste avant et ensuite de vous faire la série parce que ça vous permettra de mieux comprendre. Et c'est surtout Ozymandias, au début on se demande qu'est-ce qu'il fait là, qui c'est ce mec, pourquoi il est à cheval dans un truc comme ça ou... Au début ça a absolument pas de sens. Non, et alors justement je vais rebondir juste sur ce que tu dis puis après je te laisse continuer sur tes arguments, mais le gars qui a fait la série s'appelle Damon Lindelof, donc c'est le gars qui a fait Leftovers et surtout qui a fait Lost. Je sais pas si vous avez connu cette série, et en fait Lost c'était une série où on rajoutait des bouts de scénario bout à bout et à chaque fois on posait des questions et on avait l'impression que les mecs n'avaient absolument aucune idée de où ça allait finir et que le but, zut, j'ai créé un nouveau problème donc je vais rajouter une nouvelle intrigue et à la fin, alors pas pour tout le monde, c'est pareil, ça fait débat, mais on a quand même un peu l'impression que les gars, la réponse c'est ta gueule c'est magique quoi. Ça a été la seule réponse qu'ils ont pu nous formuler et puis débrouille-toi pour relier tout ça, alors que moi quand je commençais Watchmen je me disais oh là ça, il va finir pareil, il va nous faire la même, il va tout planter, et effectivement à partir de l'épisode 6 clac, on sent que tout s'inverse et que en vraiment très peu de temps il répond à toutes les questions avec des astuces scénaristiques que j'avais clairement pas vu venir, et c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de le voir. L'histoire du juge masqué, j'avais vraiment pas vu venir, y compris pour le Docteur Manhattan là. Je te laisse continuer. Et surtout, ce qui est exceptionnel dans l'épisode 6, c'est qu'on ressent vraiment l'époque à l'image, parce qu'il y a un grain particulier, il y a une colorimétrie qui est particulière, rien que même sur les musiques, sur les costumes, tout ça, sur les décors aussi. Il y a un gros effort sur les décors qui sont exceptionnels, mais pas que sur cet épisode. Quand on regarde, par exemple... l'horloge géante que crée, je sais plus comment elle s'appelle, l'éditerie. Voilà, l'éditerie. C'est pareil, c'est des décors exceptionnels. Même le personnage du miroir là, son origin story, elle arrive dans un palais des glaces. À chaque fois, c'est bourré de références. C'est vraiment très très. C'est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un peu le parallèle par rapport à Mirror Guy. On peut un peu le rapprocher d'un Rorschach parce qu'il a des habitudes de vie très particulières, il est toujours sur ses gardes, il a toujours l'impression d'être observé, toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose, et du coup on retrouve ça, une espèce de paranoïaque et aussi du personnage. Une colère en lui. Ouais. Qu'on ressent dans le film avec Rorschach et on a un espèce de pont entre les deux. Complètement. Et aussi, en parlant de Dr Manhattan, je trouve que dans la série, il a été amené de façon géniale parce que on le représente pas en tant que Dr Manhattan tout de suite. On le représente en fait surtout par la couleur. On le voit pas directement, on voit des petits bouts de sa personne. On sait que c'est lui, mais ça pourrait être aussi... Enfin non, ça pourrait pas être quelqu'un. Non, parce que c'est vrai qu'il apparaît de nulle part. Non, mais on le montre pas directement, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est super bien fait. Et on le montre seulement au moment où il prend l'apparence de l'autre. Alors, pour préciser en plus, le Dr Manhattan, en fait, c'est le seul personnage qui a des pouvoirs dans tout Watchmen. Parce qu'en fait tous les autres c'est des héros en carton et lui c'est le seul, et c'est justement là où est le paradoxe, c'est que c'est le gars qui a tous les pouvoirs mais illimités, même Superman à côté c'est un rigolo quoi, et il est omniscient, il sait tout, il peut tout faire, il est indestructible, et donc de fait tout le long de la série, en plus ils le font arriver à la fin et ça c'était bien joué, c'est le personnage qu'on attend, et quand on commence à le voir arriver avec l'épisode où il y a des personnages qui font la fête du Dr Manhattan en plus au Vietnam, donc c'est rigolo parce que c'est lui qui a gagné la guerre du Vietnam, c'est le moment qu'on attend. Alors après du coup comme toi Jules t'avais pas vu le film, tu l'attendais certainement moins quoi. Oui, j'attendais moins, et surtout en fait tout le long de la série, comme je connaissais pas l'univers, t'as l'impression qu'en fait on parle d'un personnage fictif, un peu une sorte de héros imaginé.
Et jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, ce héros imaginé, petit à petit, commence vraiment à être un vrai personnage. Voilà. Plus qu'un héros imaginé, il y a énormément de comparaisons tout le long du film. Il le compare à un dieu, en fait. Ouais. Et ce fil conducteur reste là tout le long. Et déjà dans le film, celui qui se passait dans les années 80, il le comparait à un dieu et il lui demandait quelle est ta responsabilité en tant que dieu. Et le mec dit non, je suis pas un dieu, je suis juste un humain. Et que des fois, on a envie de pouvoir être dieu, mais on se rend compte que ça fait une sacrée responsabilité aussi à être dieu. Léo, tu veux rajouter quelque chose ? Par rapport au Docteur Manhattan, justement, ouais, c'était déjà que ça c'est le truc qui m'a le plus étonné de la série. Je veux dire, scénaristiquement, que comment il apparaît, qui c'est en fait son rôle dans la série. Et puis au final, même si il est super fort, omniscient, tout ça, à la toute fin, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais en même temps, la série, elle finit très brusquement. On voit pas vraiment... Il y a encore un peu... beaucoup d'implicite, en fait. Sauf que là, vu que c'est l'implicite, mais à la toute fin de la série, on n'est pas sûr de ce qui se passe vraiment. Déjà, par exemple, avec le miroir, quand il se fait attaquer à la fin de l'épisode 6, je crois, chez lui par 5 membres de la cavalerie, on voit pas vraiment ce qui se passe. Il y a un rappel après dans l'épisode d'après, mais on sait pas ce qu'il est devenu en fait à la fin de la série. On peut imaginer quelques pistes, mais on sait pas vraiment. Et puis pareil pour Dr Manhattan aussi, à la fin de la série, on sait pas vraiment ce qu'il devient. Et aussi même le monde, quoi. On sait pas si ça s'est bien fini, mal fini, s'il y a la police ou la cavalerie qui a pris le dessus. Ou si... Il reste des questions pour l'avenir, justement. On pourrait imaginer une autre série, du coup. Alors, en fait, il a été dit justement à un moment qu'il y aurait peut-être une suite à cette série de Watchmen, mais elle est faite pour être... Elle se termine à la fin de la saison 1, mais il laisse la porte ouverte. Mais par contre, Lindelof a dit... Moi c'est bon, j'en ai fini avec ça. Alors c'est pareil, avec un gros chèque tout peut changer, mais a priori il a fini, mais il laisse la porte ouverte à qui voudrait intervenir dessus. Okay. Moi franchement, je serais d'accord avec lui de finir sur cette saison, parce que pour moi, faire une saison 2, ça serait vraiment une erreur, parce que justement, laisser quelque chose avec des questions, je pense que c'est bien pour l'univers, parce que le truc c'est que répondre à des questions, c'est pas forcément ce que le public attend. Je vais prendre par exemple le film sur Han Solo. Des questions, mais des questions toutes cons, par exemple comment il a récupéré ses dés, c'est pas quelque chose qu'on veut savoir, parce que ça fait partie de la magie du personnage. Complètement. C'est pour ça que pendant un temps, même on n'avait pas le droit de raconter de trucs sur Yoda. Parce que ça rendait le personnage plus mythique. Moi je voudrais faire juste un petit point sur les différents personnages du coup voilà pour les commenter. Alors déjà commencer avec les personnages des Minutemen. Alors le tout premier, effectivement, vous l'avez dit, c'est le juge masqué. Ouais. Donc c'est ce fameux personnage avec la cape et la corde au cou, et en fait on sait tout le long, on savait jamais qui c'était, et il y a un moment, je sais pas si vous voyez, on voit une image, il y a un gros balourd qui flotte dans l'eau et il pense que c'est le juge masqué. Et ça, c'est des choses qui nous étaient déjà expliquées. Il disait, le juge masqué, on n'a jamais su qui c'était. Et de fait, du coup, là, maintenant, on a enfin la réponse là-dessus. On sait juste que c'est un gros bourrin. Donc là, on a eu la réponse là-dessus. Et c'est vrai que son histoire est passionnante. Voilà, le fait que ce soit justement une des victimes du massacre justement des suprémacistes, c'était assez intéressant. Et de voir qu'à l'époque, il se grimait en blanc justement pour pouvoir devenir un super-héros. Parce qu'il n'avait pas le choix, parce que sinon il n'aurait pas été accepté en tant que super-héros, mais en tant que criminel. C'est ce qu'il dit, quelqu'un de blanc masqué, c'est un super-héros, quelqu'un de noir masqué, c'est un terroriste. C'est très bien expliqué. Alors dans l'époque justement, dans l'ancienne époque, puisqu'on voit quand même qu'il y a une petite évolution avec Night Sister, quoi. Oui, Night Sister. Ensuite, on a un autre personnage, donc c'est le hibou. Lui, il est intéressant parce que ça a été un des premiers à suivre le fil. C'était un policier en fait qui décide en fait, parce qu'il a vu le juge masqué, il dit moi je veux faire comme lui. Donc en fait, il suit en fait les autres, et il se trouve un costume un peu cheap de hibou, et il est suivi dans la deuxième génération par son admirateur qui sera le hibou 2 dans Watchmen. Oui, qui d'ailleurs est un des
des héros les plus sages et un des seuls vrais héros de l'histoire de Watchmen. Et en fait, les deux là sont les deux seuls qui ont à peu près la tête sur les épaules. Parce qu'on voit que même le juge masqué, il a tellement de colère en lui, on peut l'expliquer, hein, mais qu'en fait, il est pas sain non plus. Alors toujours en parlant des différents héros, ensuite on a le Spectre Soyeux qui aura une fille d'ailleurs, et qui sera dans la suite des Watchmen. Elle en fait c'est juste une belle nana qui a été utilisée de manière très sexiste comme un produit marketing pour vendre le concept des Minutemen. Une image de marque. Voilà, l'image de marque. Donc tout ça ce sera expliqué. Toujours dans les Minutemen, donc les premiers, on a un mec qui s'appelle Dollar Bill, donc c'est le fameux gars qui a coincé sa cape dans la banque, et en fait il l'utilisait à la base comme juste comme un produit marketing de la banque. On disait regardez, on a un super héros, votre argent est en lieu sûr, mais c'était une promesse commerciale. Mais le mec, quand il a vu que les Minutemen s'y mettaient, il a été démarché par des marketeurs et il s'est dit je vais faire le super héros. Sauf qu'il a participé à quelques missions, puis en fait à un moment il a pris la grosse tête et il n'a pas été sur ses gardes, il s'est fait tuer dans une banque par des cambrioleurs, justement avec l'histoire de sa cape. Donc ça c'est pareil, ça nous ramène à la réalité, c'est-à-dire que un vrai super héros dans la vraie vie de tous les jours, est-ce que ça marcherait un mec avec une cape? Donc ça veut dire que voilà, ils ont réussi à rapprocher le truc de la réalité. On en a un autre, je sais pas si vous vous rappelez, un espèce de gars qui est avec une mouche, des ailes de mouche. Vous vous rappelez? Est-ce que vous voyez dans la bande-annonce, enfin dans le début du film, comment il finit à l'asile? Il finit à l'asile, ouais. Parce que le mec en fait, et ils le disent dans les comics, on sait jamais s'il a vraiment volé. Parce qu'il le voyait un peu planer, mais il savait pas si le mec volait. Il disait à tout le monde qu'il volait. Et en fait, il avait un délire un peu psychotique. Et le mec s'est mis à boire. Et puis, il a fini à l'asile psychiatrique, quoi. Mais quand on regarde, ils ont tous, la plupart, ils ont une fin tragique, la plupart. Et surtout, la plupart des gens, c'est surtout des gens qui ont une vie difficile. Même pas forcément dans cet univers. Par exemple, quand on prend Batman, il devient super-héros parce qu'il a été victime d'une injustice. Mais ça les ramène aussi à un niveau humain qui font que n'importe quel humain, en fait, il a toujours des travers, des difficultés dans la vie, et ça, c'est ça qui est intéressant. On a aussi la Silhouette. C'est une dame qui est dans l'annonce, elle est tuée dans son lit. Et elle était ouvertement homosexuelle, justement. Elle se fait tuer par des homophobes, en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant, surtout dans le contexte des années 40, mais c'est aussi d'actualité aujourd'hui. On peut voir l'homophobie, voilà. Donc il y a plein de thèmes comme ça qui sont saupoudrés. On a le capitaine Metropolis, c'est un peu le Captain America, c'est le chef, c'est celui qui recrute. Et donc du coup, c'est celui qui recrute le juge masqué. Et du coup, qui a une relation homosexuelle avec lui, mais qui la cache du coup. Puisque à cette époque, et on pourrait se dire qu'il a eu raison, puisqu'il a été mieux protégé que la Silhouette. Donc ça fait une comparaison. Et puis après, on a le comédien. Alors lui, il est intéressant. C'est le seul qui reste sur les deux générations. C'est le seul qui reste sur les deux générations. Et c'est le pire. Et c'est le pire, c'est pour ça que j'ai fini par lui. Qui est-ce qui veut nous parler de son côté sociopathe un peu? En fait, il utilise son masque de héros juste pour tuer des gens, parce que c'est ce qui le rend heureux en fait, de tuer des gens. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un sociopathe pervers. Il prend tout comme une comédie, parce que pour lui, le monde est une comédie. Être né sur cette terre, c'est une comédie, parce que ça n'a aucun sens. Et c'est un peu en lui-même une critique de l'être humain, qu'on est juste pour un peu détruire l'endroit où on est, quoi. Donc lui, clairement, il n'est pas fait pour vivre en société. Et le pire, c'est que c'est le seul qui aura un enfant. Justement, évidemment, d'un viol, avec la fameuse poupée Barbie, quoi. Ce serait pas drôle sinon. Bah non, sinon c'est pas marrant. Et donc du coup, forcément sa fille, elle a tous les problèmes de son père, elle les porte aussi, quoi. Donc de son père et de sa mère. Après on a le fameux, justement, donc là on passe deuxième génération, donc on a le Spectre Soyeux et le Hibou 2 qui viennent, qui sont les héritiers de la première génération. On a le fameux Rorschach, donc qui a eu une enfance socialement très difficile, on va dire, et un peu violente, qui fait que foncièrement, il est pas méchant. Il est pas mauvais. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est la justice. Mais le problème, c'est qu'il utilise de la justice trop violente. Et c'est un peu le Punisher des. On l'apprend dans le film, c'est surtout parce que, il se trouvait trop gentil avec les criminels, et que les criminels. Eux, ils étaient vraiment méchants. Il y a un peu cet archétype des fois dans Watchmen, mais
ça pose aussi un problème de société qu'on a nous, c'est-à-dire que on est peut-être trop gentil avec les criminels, mais en même temps être trop méchant avec eux, est-ce que c'est vraiment être du bon côté, quoi? Difficile de trouver le juste milieu, quoi, effectivement. Après, on a le fameux Docteur Manhattan, hein, qui est le super-héros par excellence. C'est un physicien qui a un accident tout bête, hein, et qui lui a tous les pouvoirs, et en plus il voit dans le temps. Il voit dans l'avenir, dans le passé, dans le futur, et en fait, il traverse le temps. Donc, et ils en jouent énormément dans la série pour traverser les 3 générations. La conversation dont tu parlais tout à l'heure, qui est super intéressante. Donc ça, c'est principalement pour la... Ah oui, puis on a le fameux Ozymandias, qui évite la guerre finalement dans les 2 versions. Et lui, quel est son pouvoir, Ozymandias? Il est rapide et il est fort. Mais et surtout, il est super intelligent. Il est riche. Il est super intelligent. Il est intelligent, il est riche. En fait, on le montre un peu comme un super méchant, mais en soi, c'est un peu un héros à sa façon, c'est-à-dire que c'est un génie incompris et que, comme il fait, lui, il arrive à faire le bien, même si les gens le voient pas. Donc lui, par contre, c'est vraiment dans l'ombre qu'il veut faire le bien. Mais ça a des limites, il engrange des dommages collatéraux. C'est un peu discutable, quoi. Voilà, exactement. Ça. Donc en fait, on se rend compte que dans tous ces super-héros, il n'y a pas beaucoup des biens, à part les 2 hiboux. Que tous les autres, ils ont tous des gros problèmes, et que en fait, ce serait un petit peu dangereux de leur donner des responsabilités finalement à ces gens-là aussi importantes. Et après, on a les héros de la suite, c'est-à-dire les survivants de la 2e génération, plus la nouvelle Night Sister, qui on l'apprendra, et la petite fille du juge masqué. Du juge masqué. Donc c'est une manière de boucler la boucle en fait. Et on aura un équivalent, le miroir dont on a parlé tout à l'heure, qui correspond un peu à Rorschach. On a aussi un équivalent au comédien avec Red Scare, c'est le gros brun du groupe qui s'en fout de tabasser des gens. C'est vraiment le masque qui lui donne le pouvoir. Et après, on a quelques autres un petit peu en second plan, mais qui sont pas trop développés. Et puis on retrouve nos originaux qui reviennent, quoi. Donc voilà pour l'ensemble du schéma. Alors je sais pas si on a donné envie à Monsieur Rampasek de goûter à tout ça. Est-ce que vous avez d'autres thèmes à aborder? Personnellement, non. Et les petites incohérences scénaristiques, par exemple, c'est un truc qui m'avait un peu choqué dans le sens où c'est après avoir capturé un membre de la 7e cavalerie, justement les policiers vont aller dans une grange arrêter des membres de la 7e cavalerie, et en y allant, la 7e cavalerie les détecte, et donc ils vont se défendre forcément. Donc là on a Midnight qui va réussir à se rapprocher et à abattre un mec qui tire à la Gatling, et juste après on a l'autre qui rechargeait, qui se barre en courant à l'intérieur. Elle le suit et il se tape, mais elle le suit, elle essaie de lui dire de s'arrêter tout, et l'incohérence là c'est qu'elle pourrait lui tirer dans la jambe. Enfin, elle a réussi à battre quelqu'un qui était protégé parce qu'il y avait un mur il y avait une protection qui protégeait la personne qui tirait. Alors pourquoi elle n'aurait pas réussi à lui tirer dans la jambe? Et pareil, quand ils échangent des coups, on en voit plusieurs dans le visage, et juste après t'as le mec qui a pas recraché la pilule qui le tue, ou même, qu'il a même pas avalé entre temps dans les coups, alors que techniquement quand on te met des gros coups dans la tête, logiquement tu vas au moins ouvrir la bouche. Bon. Donc c'est les petites incohérences. Alors les incohérences, on va. Mais sinon après, non, franchement, l'univers et les graphismes, tout le côté derrière est très beau, et à mon avis, tout le duel entre justement le membre de la 7e cavalerie et Midnight est très bien scénarisé, très bien fait, et à mon avis. Quelle note sur 20 tu mettrais à ce que tu as pu voir? Quelle note sur 20? Je vais être un peu dur. Je vais mettre 10 parce que c'est une série, et le truc c'est que comme je connais pas l'univers de base, j'ai eu du mal à m'y intéresser, mais je me doute que si tu connais l'univers de base, la série doit être géniale, et entre 10 et 13 parce que tout l'univers autour est très bien et la musique colle vraiment avec l'univers. Alors, Benoît, vas-y. Tu me fais ta critique globale, puis tu me mets une note à la fin. Franchement, niveau esthétique, encore une fois, c'est quelque chose de parfait. Il y a quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que les combats sont très bien chorégraphiés. Il y a eu un gros travail là-dessus. Les effets sont géniaux, l'univers est génial. Il a été respecté. C'est vraiment une super série. C'est pas une série pour rentrer dans l'univers, clairement. Moi, je partirais plus sur
quelque chose comme un 17 sur 20. Parce que j'ai vraiment été accroché jusqu'à la fin à la série. Parce que le film, je l'avais regardé étant vraiment plus petit, je crois, au collège ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup apprécié. Avoir une série comme ça là-dessus, j'ai vraiment aimé. Et je tiens à faire un petit message à la fin. C'est que arrêtez de critiquer les adaptations et faites mieux si vous n'êtes pas content. Léo ? Moi, ça... Donc le film et la série, moi ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça très rafraîchissant, on va dire, dans tout ce qui est œuvre de super-héros. Donc du coup ça m'a marqué. En plus, faut dire que j'ai dû regarder ça très vite pour l'émission. J'ai regardé donc le film qui dure 3 heures plus les 8 épisodes en 3-4 jours. Et malgré ça, il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé, donc c'est quand même que c'était vraiment bien. Tout ce qu'on a déjà dit, l'esthétique, les musiques... Et ta sont note ? très bien aussi. Et du coup, je vais faire ça en 2 parties. Je pense que dans l'univers, pour mon avis personnel, dans tout ce qui est univers de super-héros, en note, je mettrais 20. C'est ce que j'ai préféré, quoi, si on faisait une échelle de comparaison. Et sinon, ma note en global, 16, 17, quoi. C'était vraiment bien, ouais, voilà. Mais il y a quelques... C'est pas mon truc préféré, donc... voilà. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais mettre une note pour l'ensemble de l'univers. Pourquoi ? Parce que je peux pas détacher la série, effectivement, comme tu l'as dit. La série, je l'aurais vue toute seule, je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié. Mais le fait d'avoir tout le background du film, des comics et puis des comics Before Watchmen également, en fait, il n'y a pas d'incohérence. Moi, j'ai trouvé, je parle scénaristique, pas d'un coup de pied ou d'un machin. Et que globalement, c'est assez rare quand on a du cross-média comme ça, que tout se croise aussi bien. C'est hyper rare et en plus, ça va très très loin. On est presque sur une série, on va dire, du niveau Télérama, quoi, en fait, en termes de référence, parce qu'on n'a pas pu tout développer et de philosophie qu'il y a derrière, de questions qui sont amenées. Et donc, du coup, moi, on serait sur du 18-19 pour moi, parce que ça va hyper loin, quoi. Et qu'il n'y a pas eu de fausse note, et j'étais persuadé que la série arriverait pas à saisir l'esprit du film et d'Alan Moore, et pour autant, voilà, c'était vraiment casse-gueule comme projet. Quand ils l'ont annoncé, moi j'y croyais pas. Je me suis dit vraiment ça va faire un gros pâté. C'est comme des fois quand vous faites des exposés, quand j'entends le titre, je me dis là on va dans le mur direct. Et pour autant, des fois je suis surpris parce que sur un sujet qui a priori paraît hyper casse-gueule, quand la personne réussit à faire quelque chose de bien, c'est d'autant plus ça fait d'autant plus plaisir, parce qu'on se dit voilà, finalement la qualité est doublée, quoi, en fait, par rapport à la difficulté du truc. Donc voilà, je serai sur du 18-19 et nous allons donc arrêter cette émission ainsi. Je vais vous remercier tous les uns les autres d'avoir participé, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine émission où on pourra parler du thème principal qui sera The Witcher. Ouais. Merci à vous et continuez d'être à l'écoute de La Voix du Renard.